social. Ce modèle nous a conduit à la crise. Lorsqu'on en fait le diagnostic, on se rend compte que ce modèle est intenable. Qu'est-ce qu'il faut faire comme thérapie? Il faut sortir, il faut changer de paradigme. Il faut sortir du modèle économique centré sur l'État, n'est-ce pas? L'État fait tout pour... Mais je vous rappelle que en construction avec la loi des finances qui a cette loi sur les incitations, n'est-ce pas, qui est en cours, avec le Cameroun Business Forum, avec l'agence de promotion des investissements, est-ce que tout ce dispositif institutionnel n'est pas de nature à favoriser cette efficience économique que vous souhaitez? Voilà. Alors, si votre modèle avait, si on avait le contrôle, c'est-à-dire contrôle et évaluation, on se rendrait compte que on n'est pas en train, une fois que l'ajustement structurel est terminé, et que le Cameroun s'est retrouvé, cet étau a été desserré, n'est-ce pas? Les vieilles habitudes sont revenues. Nous revenons là à un retour en force au modèle de l'État fait tout. Vous voyez ce que je veux dire? Au modèle de la prééminence de l'État, alors que l'État devait jouer un rôle prééminent dans le cadre d'une économie de marché. J'ai dit, les gens ont souvent l'impression que quand on dit une économie de marché, ça veut dire qu'on a émasculé l'État, ça veut dire que l'État n'a pas de rôle. Or, c'est complètement faux. Au lieu de revenir, de construire une véritable économie de marché, n'est-ce pas? Les fonctionnaires sont en train, la technostructure gouvernementale est en train de nous faire l'économie qu'on avait avant, avec des monopoles. Mais cette fois-ci, ce n'est plus des monopoles publics, c'est des monopoles privés. Comment cela? Mais vous avez de nombreux secteurs, je n'ai pas besoin de vous les citer, hein, vous les connaissez mieux que moi, où vous avez un seul opérateur qui domine 2 ou 3 secteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est absolument dangereux parce que lorsque un opérateur prend un tel poids dans votre économie, il devient même un danger pour la démocratie. Non seulement il devient un danger pour le marché, parce qu'il peut en fait créer des distorsions dans l'allocation des ressources au sein du marché, c'est-à-dire dans l'économie, mais il devient même un danger pour la démocratie. Parce que lui, jouant ce rôle de poids dans une économie, peut orienter votre démocratie comme il veut. Vous voyez ce que je veux dire? De cela, on espère, et voilà cette technostructure, comme vous l'appelez, se mettre en branle, on espère voir quand même le climat des affaires s'améliorer. Le Cameroun Business Forum, vous avez contribué à sa mise en place, devrait être un instrument, un espace qui permet cette libéralisation, j'allais dire, de l'économie camerounaise. Je vais vous raconter l'histoire du Cameroun Business Forum brièvement, parce que c'est encore à la demande du gouvernement, la demande qui est formulée à l'endroit de la Banque mondiale, n'est-ce pas, de l'aider à créer un mécanisme de dialogue dans la suite de l'interpellation du chef de l'État. Oui. Bon, la Banque mondiale lance un concours et mon cabinet est sélectionné, c'est-à-dire moi je suis sélectionné pour faire ce travail. Je vais en Asie pour voir comment fonctionnent ces économies émergentes qui ont fait de l'entreprise privée le moteur de l'économie. Et ce que j'observe, que ce soit en Chine, que ce soit au Vietnam où j'étais, c'est qu'il y a une sorte de consensus politique maintenant, n'est-ce pas, des deux côtés, c'est-à-dire côté politico-économique, d'abord consensus politique entre les opérateurs politiques, que l'économie doit être fondée sur maintenant l'entreprise. Vous verrez également que, prenons un cas comme la France, il n'y a plus de conflit entre les socialistes, c'est-à-dire la droite et la gauche, par rapport au rôle de l'entreprise. Oui. Tout le monde est d'accord que c'est l'entreprise qui tire l'économie. Les États doivent créer des conditions physiques, c'est-à-dire infrastructurelles et réglementaires, n'est-ce pas, pour promouvoir l'économie. À partir du moment, c'est dans cet esprit que je vois cela en Chine, je vois cela au Vietnam, et je conçois le modèle du Cameroun Business Forum. Lorsque je conçois le siège du Cameroun Business Forum, on le met à Douala. On le met à Douala parce que c'est ville d'affaires, oui, parce qu'on pense qu'il va être tiré véritablement par les affaires. Je suis au regret de constater que lorsque j'écris, n'est-ce pas, le Cameroun Business Forum, j'utilise là un indicateur de succès, c'est-à-dire pour voir si sera successful, comme disent les Anglais, j'utilise comme indicateur le classement dans le Doing Business. Et aujourd'hui, notre classement, bien sûr, c'est-à-dire que si n'est pas bon du tout. N'est pas bon du tout. C'est-à-dire que si le Cameroun Business Forum, le dialogue entre le secteur privé et public travaille et que les réformes sont mises en place de manière accélérée, de manière satisfaisante
pour le secteur privé, que ce soit concernant l'accès au financement, concernant les autorisations, concernant un certain nombre de choses. Le Cameroun devrait améliorer son ranking, son classement dans le Doing Business. Vous voyez bien que le Cameroun n'a pas amélioré son ranking. Mais c'est dû à quoi? Moi, j'ai l'impression que même le Cameroun Business Forum a été fonctionnalisé. Donc, je reviens là sur la bureaucratisation. La bureaucratisation, qui est l'un des préalables, vous l'avez dit, pour attirer les investisseurs. Bien sûr. Parce que lorsque l'investisseur vient à votre contact, ce n'est pas des cas qui sont pour moi, ce n'est pas des cas d'école. J'ai reçu des investisseurs qui viennent me voir pour me dire que ils ont, et c'est les Camerounais, c'est pas, il y en a d'autres qui viennent, quand on leur donne le micro, ils vous parlent d'énergie solaire et ainsi de suite, mais il y a les Camerounais qui viennent aussi avec des projets d'énergie solaire. Ils sont bloqués au niveau des ministères, des obstacles. Et souvent, est-ce que vous pouvez écrire au président? Vous voyez un peu ce qui va remonter jusqu'au président. Si on doit écrire au président sur toutes ces choses, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand bien même on aurait écrit au président par hypothèse, le président va donner des instructions, il faudrait maintenant que ces instructions soient appliquées. Vous voyez, c'est la fonctionnalisation et la menace véritable de ce que vous voyez là. La menace véritable, je répète là-dessus parce que vous m'avez cherché quelque chose de fondamental. La menace véritable aux orientations politiques que le chef essaie d'imprimer, c'est-à-dire sortir du modèle ancien, n'est-ce pas, d'une société centrée sur la rente administrative pour aller vers une société entrepreneuriale qui crée de la valeur, qui fasse que les jeunes gens puissent participer demain à l'aventure humaine de la création dans tous les domaines de la technologie, de la science. Je vois tous ces startups que vous avez, des jeunes gens qui veulent venir dans l'industrie, dans la manufacture. C'est un problème politique. Il faut sortir d'un paradigme qui serait centré sur une économie de rente administrative, sur une économie de consommateurs en bout de chaîne. Vous allez vous regarder, c'est la bazarisation de l'économie camerounaise. Vous allez dans tous ces supermarchés, vous n'avez que des produits importés. Vous pouvez faire une économie totalement de produits importés. Vous ne transformez pas les vôtres pour pouvoir les exporter. Vous allez gagner vos devises comment? Vous ne pourrez pas pour importer. Donc, il y a fondamentalement sortir, mais sortir mentalement, sortir de conviction. Sortir de foi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'allais dire, vous parlez là d'un ajustement culturel carrément. Absolument. En fait, c'est ce que ça veut dire ajustement structurel. Hein. En fait, ajustement structurel veut dire dans vos structures, c'est-à-dire dans vos fondements, vous êtes ajusté. Vous installez un nouveau paradigme. C'est ce que j'appelle c'est ça que vous avez une nouvelle mentalité. Ça, un nouveau paradigme, c'est un nouveau modèle. Je voudrais vous inviter à regarder encore ce qui s'est passé au cours de cette conférence, en voyant notamment les projets qui ont pu, n'est-ce pas, être retenus, à la recherche de 1000 milliards pour 15 projets, présentation de ces projets, réaction des porteurs de projets, n'est-ce pas, le MINDU notamment, et de quelques investisseurs et banquiers. Voilà la deuxième partie du reportage que Jean-Vincent Thénéo m'a ramené du Palais de Congrès, mais également du Hilton Hotel où nous sommes, au terme de cette conférence économique des 17 et 18 mai à Yaoundé. Nous regardons ce reportage. Tous les workshops, les ateliers, les audiences, parfois un investisseur, un projet, qui ont permis de créer en quelque sorte une place de marché qui mettait en commun les projets d'investissement et les investisseurs. Et des retours que nous avons, plusieurs projets, de nombreux projets ont trouvé aujourd'hui des investissements conséquents. Et c'est d'abord à ça, pour moi, que l'on mesure le succès d'une conférence de cette nature, même si, bien évidemment, Rome ne s'est pas fait en un jour. On ne change pas l'image d'un pays comme ça en un coup de baguette magique. Mais je trouve qu'il y a, de la part des Camerounais eux-mêmes, une volonté qui laisse à penser que cette conférence est le début de quelque chose d'intéressant et que à partir de là, vous pouvez construire un pays plus attractif pour les investisseurs internationaux, qui a plein de questions à résoudre. Les investisseurs ont aussi posé avec beaucoup de franchise les questions sur les avancées de l'état de droit, les enjeux de la fiscalité, de la régulation d'un certain nombre de secteurs. C'est normal, c'est la règle du jeu, mais ça fait justement avancer la réflexion du pays et de ses décideurs sur comment être compétitif pour attirer des investisseurs et comment les attirer d'ailleurs sur des projets qui font du sens pour le pays. Changement de décor, changement de thématique. La deuxième journée de la conférence économique s'est transportée à l'hôtel Hilton. Cadre approprié pour ce marché des investissements. Moment clé de la conférence, elle a permis des rencontres entre une centaine d'investisseurs et développeurs de projets en présence de plusieurs ministres. 24 projets structurants,
Sollicitant plus de 2,5 milliards d'euros d'investissement, plus de 1600 milliards de francs CFA ont été présentés dans les secteurs variés que sont l'agro-industrie, les infrastructures routières, avec notamment la construction de la deuxième phase de l'autoroute Douala-Yaoundé, l'énergie, les nouvelles technologies et l'aménagement urbain. Déjà acquis, le groupe britannique NMS Infrastructures va construire 10 000 logements sociaux et des Chinois 3 200 logements. Nous pensons que vraiment les investisseurs ont été très intéressés et nous pensons également que nous aurons des retombées très rapidement. Le projet de construction des péages nous intéresse beaucoup parce que c'est un peu un projet à cheval entre la construction, qui est un des métiers du groupe. Alors, vous savez que nous avons Beta Construction dans le groupe, mais aussi l'exploitation d'un passage routier. Et quand je regarde la fraude de NIG Holding, ça nous intéresse. Et puis nous avons vu à travers le panel des investisseurs qui étaient là, certaines convergences et qui me laissent croire qu'il est possible que demain on exprime notre intérêt de façon beaucoup plus marquée au ministère compétent. Dangote confirme l'ouverture d'une deuxième cimenterie à Yaoundé pour 88 milliards de nos francs et Bolloré annonce l'ouverture d'une salle de cinéma. If you come out with a good product and a good price, good quality and good price, people will always patronize you. And we are happy and glad that the people of Cameroon actually appreciated what we had to offer. We are received very, very well. Just as I said, we control now about 50% of the market. Oh. Yeah. And the second plant? Well, the second plant, we are still working on the preliminaries. I think construction is going to take about 2 years. We are hoping that 2018, the second plant should be in operation. C'est l'agence de promotion des investissements qui est la porte d'entrée des investisseurs au Cameroun et qui, une fois reçus, les oriente dans les différentes administrations. Mais aujourd'hui, lorsque un investisseur entre dans une administration, il reste là-bas, il se rend compte plusieurs mois après que ce n'était pas la bonne porte. Dans les nouvelles technologies sont annoncées l'inauguration par Orange d'un Fab Lab, mot anglais qui veut dire un laboratoire de fabrication, et l'ouverture d'une usine de cartes magnétiques. Donc la décision qu'ont prise les responsables d'Orange au Cameroun est de créer ce qu'on appelle un Fab Lab Orange, c'est-à-dire un lieu où Orange va offrir de l'espace, des conseils, des moyens à un certain nombre de ces jeunes que l'on va sélectionner, identifier, pour éviter ce qui se passe souvent, l'idée, il y a la création, l'idée est là, et puis quelques années après, ben voilà, ça n'a pas été assez structuré, assez organisé. Donc c'est notre engagement, un de nos engagements, ils sont nombreux par rapport aux pays que nous allons prendre. Nous avons déjà dans 3 pays de la zone un Fab Lab. Nous avons décidé d'ouvrir ici au Cameroun prochainement un nouveau Fab Lab pour accueillir un certain nombre de ces startups. Nous avons démarré la commercialisation du cardiopathe. Nous avons également démarré le processus d'homologation du cardiopathe auprès du ministère de la Santé publique. Et grâce aux premières ventes du cardiopathe, nous avons donc lancé un projet de fabrication de cartes magnétiques au Cameroun qui sera bientôt opérationnel puisque les machines destinées à fabriquer ces cartes ont déjà été produites, sont déjà au port de Douala. L'entreprise a déjà été créée, nous avons déjà un local prêt à être utilisé. Donc voilà à peu près les 3 annonces que j'ai faites ce matin. La conférence de Yaoundé n'atteindra ses objectifs que si de nombreuses mesures correctives sont initiées dans tous les domaines. La première proposition que j'ai faite d'ailleurs, c'est concernant les ressources humaines. Aujourd'hui, pour développer le numérique, vous avez besoin de beaucoup de ressources. Évidemment, il y a des gens formés, on peut toujours en citer. Mais il en faut beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont échouer. Et donc ces entreprises-là aussi auront besoin d'ingénieurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'aura pas besoin de seulement 1000 ingénieurs, on aura besoin de 100 000 ingénieurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est de développer une forme de capital risque. On en a beaucoup parlé, je pense que Constant Némalé en a parlé. Aujourd'hui, un investisseur doit pouvoir investir dans le numérique qui est un domaine hautement risqué puisqu'il est nouveau. Par définition, quand vous êtes investisseur, vous cherchez évidemment des investissements qui sont sûrs. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont l'argent au Cameroun investissent dans des immeubles. C'est un peu dommage.
parce qu'on pourrait faire des choses un peu plus, avec une plus forte valeur ajoutée par rapport à ça. Mais il faudrait des incitations, il faudrait une politique volontariste, ça ne va pas se faire seul. Il faut vraiment qu'on incite les gens. La troisième chose que j'ai citée, c'est augmenter le taux d'équipement. Aujourd'hui, je pense qu'on parle à peu près de 2,5 millions de personnes qui sont connectées à Internet. Sur 22 millions de Camerounais, c'est peu. On est autour de 10%, 12%, c'est peu. On peut faire plus. Et l'une des choses, effectivement, que le gouvernement ou l'État pourrait faire, simplement, c'est augmenter le taux d'équipement, soit en abaissant les droits de douane pour qu'on puisse acheter des smartphones moins chers, soit en équipant les jeunes, par exemple. Ça s'est fait dans d'autres pays, en donnant des facilités pour acheter un smartphone, par exemple, après le bac. Pourquoi pas? Les plus grands investisseurs au Cameroun sont d'abord des Camerounais. Donc, on doit trouver un moyen de les valoriser, de prendre mieux en compte leurs doléances. On doit aussi trouver un moyen de donner de la force, de la pertinence à l'investisseur étranger qui vient au Cameroun. Lui montrer, nous tous ensemble Camerounais, un investisseur qui vient dans votre pays, c'est de l'épargne, c'est de l'argent qu'il aurait pu consacrer à sa famille, qu'il prend le risque de mettre chez vous. Trouvons-nous les voies, les ressources, les moyens, le cadre législatif pour faire en sorte que cet investisseur se sente au Cameroun comme chez lui. La conférence a demandé de prendre des mesures prioritaires, comme la mise en place d'un conseil léger pour le suivi du financement et de la réalisation des projets identifiés et présentés au cours de la conférence, de faciliter l'obtention des visas pour les hommes d'affaires avec dématérialisation des démarches, en attendant l'octroi généralisé des visas au débarquement et le renforcement des liens avec les pays voisins de la CEMAC et du Nigeria pour accroître la taille du marché régional. C'est maintenant qu'on doit tout faire pendant les prochains mois pour essayer de ramener un certain nombre de capitaux vers chez nous. Et ça veut dire aller en profondeur dans les projets, les investisseurs, alléger au plan administratif le traitement des dossiers, améliorer encore, mettre en application certaines recommandations qui ont été faites ici à la conférence. Ça me semble être un signal très fort. Mais comme nous avons également l'habitude de contre-signaux, j'attends un tout petit peu de voir. Le Cameroun a enfin compris que nous sommes dans une compétition mondiale, qu'il faut se benchmarker par rapport aux autres et que nous devons nous vendre et que nous devons dire qui nous sommes au lieu de laisser les autres dire parfois ce que nous ne sommes pas. Et je crois que c'est en cela que je disais que c'est un signal très très fort. On espère que les fruits seront à la mesure, n'est-ce pas, des fleurs. Nous avons affaire à un forum où le secteur privé, le secteur public, comme les intellectuels universitaires qu'on a appelés là, ne font pas dans la langue de bois. Des vérités ont été dites au gouvernement. Vous entendez, on réclame la baisse de l'impôt sur les sociétés. C'est précis, c'est clair. 38,5, on a 33,3, on veut 30. Parce que ça participe de l'attractivité. Est-ce que vous avez conscience de la position géostratégique du Cameroun? Pas assez. Il faut aller plus loin. Est-ce que vous réfléchissez à la maîtrise de l'inflation? C'est bien à moins de 3%, il faut descendre encore plus. Parce que sinon ça grignote notre richesse. La question de la monnaie, la question de l'intégration régionale, il n'y a pas eu de sujet tabou de toute la journée. Pour cela, je pense qu'il est rare qu'un sommet comme celui soit organisé, ouvert par le chef de l'État lui-même, qui distribue la parole lui-même à des investisseurs étrangers qui invitent leurs pairs à venir au Cameroun. Tout le monde a entendu Tony Lumelou, qui dit que dans le fond, qui vient de faire 44 jeunes Camerounais sont bénéficiaires. Mais nous sommes sur une trajectoire idéale, extrêmement positive et favorable. Il faut que les lendemains de cette conférence, soient dans un contexte de suivi et d'évaluation extrêmement serré. Si on relâche après, j'ai peur que ça ait été une conférence pour rien. Mais si on met en place une task force qui prend tout ce qui a été dit ici en termes de recommandations, mais surtout en termes de résolutions, c'est-à-dire c'est plus fort, et suivre ces résolutions-là au quotidien, dans les 2 mois, les 3 mois, l'année à venir, et qu'on puisse rendre compte, qu'on puisse dire le lendemain, après 6 mois, Monsieur le Président de la République, on a réuni des gens sous votre initiative, sous votre impulsion au Palais du Congrès. Voilà ce qui a été dit. Nous sommes à 6 mois, voici où est-ce qu'on en est concrètement. 10% de tel a été fait, 15% de tel a été fait. Pourquoi on n'a pas fait 80%? Vous voyez, des choses extrêmement précises et qu'on rende compte. L'imputabilité, c'est aussi au niveau des idées.
Ce qu'on a fait ici est fondamental et il faut que lui qui en a pris l'initiative sache où est-ce qu'on en est dans 2 mois, dans 3 mois. Si on fait ça, on est sur la bonne voie. Je pense que cette conférence appelle d'autres initiatives pour favoriser, accélérer, on va dire, le développement économique, la croissance, et notamment la croissance des investissements. Aujourd'hui, le Cameroun a la chance de mieux résister que d'autres à la chute des matières premières, mais du coup, ça lui donne aussi l'opportunité, peut-être l'obligation, de justement développer des infrastructures, créer des projets innovants, bref, continuer ce travail, qui est un travail aussi de compétition, il faut l'assumer, avec d'autres pays, à la fois dans la sous-région mais ailleurs, parce que les investisseurs internationaux, ils ont un certain montant à investir et puis ils regardent où est-ce qu'ils vont le faire. Et donc aujourd'hui, ils hésitent parfois entre le Cameroun et le Nigeria, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et donc c'est important que les pays fassent du marketing sur eux-mêmes. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas c'est positif, le Cameroun a repris une petite longueur d'avance et moi je m'en réjouis. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision, arriver au sommet et y demeurer. C'est un master. Il s'appelle Yannick Tankeu. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Christian Péné-Koka, la conférence de Yaoundé, vous étiez à la phase protocolaire, mais je rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes conseiller du président de la République sur ces questions économiques, dont vous avez quand même gardé l'oreille attentive, vous êtes resté à l'écoute. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a quelques projets qui aient retenu l'attention, qui aient des contrats qui aient été signés? Dans nos jargons, ce sont des intentions. Ce sont des intentions. Il y a des intentions de projets et tout. Maintenant, passer de la phase d'intention à la phase de réalisation, il y a encore un grand chemin. Il y a un grand chemin. Et c'est là où vous allez rencontrer les obstacles dont je vous ai parlé tout à l'heure. La corruption. La bureaucratie. La bureaucratie, l'entrée bureaucratique, n'est-ce pas? Et là-dessus, ils peuvent avoir des financements, mais je dois vous dire que même ces financements seront conditionnés, n'est-ce pas, par la perception que les investisseurs ont du risque camerounais. Ce qui se passe, c'est que finalement, ces financements sont très coûteux. Lorsque vous avez vu que c'est un pays à très haut risque, là où on cherchait du 2-3%, s'ils obtiennent par exemple pour le même financement 2 ou 3% sur les marchés européens, ils peuvent vous donner ici 8 à 9%, ce qui devient un financement très coûteux, voire 10%. Ceux qui sont partis chercher l'eurobond la dernière fois, les obligations en eurobond la dernière fois, peuvent vous dire ce que ça leur a coûté. La perception d'un risque élevé est toujours très coûteux. Est toujours très coûteuse, je veux dire. Où en est-on avec la décentralisation qui pourrait être un bon levier pour notre développement? Elle est absolument, elle est la voie royale. La décentralisation est la voie royale pour le développement du Cameroun et des Camerounais. Vous n'imaginez pas que, on me dit, la région de l'Est est une région pauvre. Mais c'est extraordinaire, c'est un paradoxe. Mais bien sûr, c'est la région de l'Est qui regorge des meilleures ressources minières du Cameroun. Comment une région qui a autant de ressources minières peut être qualifiée de région pauvre? C'est quand même un paradoxe. J'ai vécu dans des pays comme le Canada, les États-Unis, et ainsi de suite, où vous voyez que, n'est-ce pas, quelqu'un peut vivre quelque part, par exemple, je vais dire, il va vivre à Memphis ou à vivre à New York, n'est-ce pas, du berceau jusqu'à sa mort, il ne sait pas où est Washington DC, c'est-à-dire où est la capitale. Quelqu'un peut vivre, n'est-ce pas, à Montréal ou à toutes les infrastructures. Parce qu'il a toutes les infrastructures là-dedans. Il peut vivre à Toronto, il peut vivre à Montréal, n'est-ce pas, de la naissance jusqu'à moi, il n'a pas besoin d'aller à Ottawa. Parce qu'en fait, il trouve tout à cet endroit-là. Et surtout il y a une question de stratégie globale au Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut allier tous ces éléments pour nous conduire au développement. Il faut comprendre une chose. Regardez par exemple l'histoire de Camwater. Vous avez une seule société
qui est chargé de faire l'adduction dans tout le Cameroun. Mais c'est quand même extraordinaire parce qu'il y a une contrainte de ressources. Quand vous êtes en termes de personnel, en termes d'argent. Et même les problématiques, n'est-ce pas, hydrauliques sont différentes à l'extrême nord, au nord, et puis d'une région à une autre, effectivement. Donc, si on avait plutôt fait un zoning, c'est-à-dire en disant les régions, et en lançant, n'est-ce pas, des appels d'offres pour les concessions, chaque région aurait son concessionnaire, éventuellement, n'est-ce pas, avec un cahier de charges que naturellement l'administration serait chargée de suivre. Il ne faudrait pas qu'il y ait encore des liens de collusion entre, n'est-ce pas, des collusions entre les bureaucrates, n'est-ce pas, et les opérateurs privés, parce que c'est ce qu'on appelle, ce sont ces collisions-là qui provoquent des captures de rente et qui bloquent le bon fonctionnement des marchés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant que vous auriez un concessionnaire à l'est, un concessionnaire dans le littoral, un concessionnaire dans le centre, un concessionnaire ailleurs, n'est-ce pas? Yaoundé pourrait même devenir simplement une petite capitale, parce que la capitale de la région du centre pourrait aller à Monatélé ou à Obala, Yaoundé devenant simplement une capitale nationale. Vous voyez ce que je veux dire? La région dit, à ce moment, pendant que chaque opérateur, chaque concessionnaire serait en train de chercher une solution à l'eau potable, n'est-ce pas, pour cette région. Vous avez vu que pendant pratiquement 10 ans, au lieu de créer de la concurrence dans le secteur de la téléphonie, vous êtes permis d'avoir deux opérateurs, c'est-à-dire vous avez créé un duopole avec le risque de cartélisation, c'est-à-dire le risque de cartélisation de ces deux entreprises de téléphonie mobile en bloquant, n'est-ce pas, l'arrivée d'autres. Quand vous avez ce genre de comportement, vous-même, en tant qu'autorité, n'est-ce pas, administrative, maintenant les duopoles, vous créez une dissuasion pour l'arrivée des investissements nouveaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, quand vous créez des monopoles, vous créez des situations de dissuasion pour l'arrivée de nouveaux investissements. Vous voyez? Donc nous réduisons notre attractivité par nous-mêmes. Mais forcément, c'est ce que je suis en train de vous dire, que la technostructure gouvernementale, et là ça devient un gros problème de pilotage. Lorsque le chef a donné des orientations politiques, il faut qu'il ait un pilote qui réellement coordonne, qui gouverne, qui saisit les occasions. Revenons à l'économie stricto sensus, Christian Pinda Ekuka. J'étais dans l'économie. En vous demandant si vous êtes Android. Attendez, je suis numérique. Vous êtes plutôt numérique. Je suis numérique. Et vous faites bien de faire cette précision, parce qu'en marge de la conférence internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité, c'était le thème. Il s'est tenu à Yaoundé du 16 au 18 mai 2016, une foire exposition dénommée Village Android, dans le but de promouvoir et d'accompagner les initiatives en matière numérique. Vous avez donc raison de parler de numérique plutôt. Voilà. Voyons quels étaient les jeunes qui étaient à cette rencontre, à cette foire, quels sont les projets qui ont été présentés, quelles sont les difficultés et les attentes de tous les participants. C'est un reportage de Estelle Nyangono et Bliss Fotso que nous regardons maintenant dans cette édition de Stratégie. Au fil des mois, le Cameroun construit son ambition de faire du développement de l'économie numérique une de ses priorités. En marge de la conférence internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité, tenue du 17 au 18 mai 2016 à Yaoundé, le ministère des Postes et des Télécommunications a fait sortir de terre un village numérique baptisé Village Android, du nom de l'un des systèmes d'exploitation les plus célèbres au monde et devenu plus populaire au Cameroun depuis que Paul Biya, président de la République, a qualifié la jeunesse d'Android. Au-delà de la polémique née du choix de son appellation, le village numérique de Yaoundé est apparu comme une initiative appropriée, pertinente et réussie, si l'on en juge par l'engouement qu'il a suscité et par le nombre de personnes qui l'ont visité. Il faut reconnaître, de plus en plus de Camerounais sont connectés au réseau mobile. Selon une étude menée par une entreprise camerounaise de téléphonie mobile sur la proportion d'individus utilisant les technologies de l'information et de la communication, 80% de la population camerounaise utilise un téléphone portable, soit 88,8% en milieu urbain et 70,1% en milieu rural. D'après la même étude, le taux de couverture nationale du réseau mobile est estimé à 84% et plus de 21% de personnes disposent d'un accès Internet. Avec un taux de pénétration croissant du numérique au Cameroun et l'usage généralisé des terminaux de communication dans le développement des téléservices, des transactions en ligne ou encore d'applications mobiles, le village numérique construit à l'esplanade du Musée national de Yaoundé
a permis de rassembler divers professionnels, passionnés, amateurs et opérateurs de l'économie numérique. Pour la première fois, 75 acteurs du public et du privé spécialisés dans le domaine ont été regroupés dans un même espace afin de présenter les dernières offres et innovations en matière de numérique au Cameroun. L'ambition de cette opération est claire: contribuer à la promotion des startups camerounaises de plus en plus émergentes, et ici, elles ont répondu à l'appel. Que ce soit dans le domaine de l'emploi, de la santé, du e-commerce, de l'archivage, du transfert d'argent ou même des loisirs, les innovations et propositions sont nombreuses. Nous avons été invités ici au village numérique pour présenter notre application bancaire qui s'appelle le Cloud Bank, qui est une plateforme pour la banque digitale. Nous avons fait un focus sur cet événement, sur la partie des solutions que nous faisons qui concerne la dématérialisation de l'information. Comment transformer les milliers de documents papier, les copies d'actes de naissance, des divers diplômes, les documents administratifs en documents électroniques, en les indexant, les protégeant, donc, en permettant donc aux utilisateurs de pouvoir les consulter. Je suis venu démontrer le drone et ses capacités et un peu démontrer ce qui est possible au Cameroun par rapport à cet enjeu. Je présente 2 projets au village Android. Le premier, c'est e-Visa Cameroun, qui est une plateforme qui permet aux visiteurs qui veulent entrer au Cameroun d'obtenir désormais leur visa en ligne. La deuxième plateforme, c'est Africatix, qui est une plateforme de gestion d'événements en ligne. On a un moteur de recherche d'emploi, c'est www.durfou.com, qui vous permet de trouver un emploi dans tous les domaines d'activité. Nous proposons une plateforme, tout un service qui permet d'interagir avec les femmes enceintes et les femmes qui ont un enfant de 0 à 1 an. Alors le but, pour notre raison d'existence, est de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle au Cameroun et en Afrique. Le produit que nous proposons, c'est un nouveau produit dans le marché camerounais. C'est une plateforme de vente en ligne. C'est une plateforme de vente en ligne différente des autres plateformes. Nous ne prenons pas les produits pour mettre en ligne. Nous donnons la possibilité aux différents magasins de la ville d'avoir un espace de vente en ligne sur notre plateforme. On met en avant les applications que développe Orange pour les entreprises ou pour les particuliers pour mieux gérer leur quotidien, par exemple. Donc comme application, on a Orange Cloud. Orange Cloud, en fait, c'est une application qui permet aux clients Orange de conserver leurs données. Nous mettons en avant, comme vous pouvez le voir sur le défilé là, 2 solutions, les solutions B2B, solutions entreprises, Orange Money entreprise. Il s'agit notamment de la solution de paiement marchand. On est venu présenter un projet qui s'appelle Maison Digitale. Le projet en réalité accompagne les femmes et les jeunes filles défavorisées à gérer leurs activités génératrices de revenus. C'est simple. Comment faire du commerce en utilisant le numérique? Le Cameroun étant en pleine mutation vers une agriculture de seconde génération, le projet Camagro est mis en exergue ici par son concepteur. L'objectif est de mettre sur pied un marché virtuel où se rencontrent producteurs, acheteurs, consommateurs et investisseurs dans l'optique de fédérer les différentes offres et demandes de produits agro-pastoraux. Pour ce qui est de ce village numérique, nous sommes venus avec quelque chose de suffisamment innovant. Nous appelons ça chez nous Camagro, le portail agro-pastoral du Cameroun, un cadre d'échange qui doit permettre aux producteurs, à l'acheteur, de pouvoir s'assurer qu'il a trouvé un partenaire à l'intérieur, qu'il a trouvé un interlocuteur, qu'il a trouvé un cadre d'épanouissement et surtout qu'à la longue, nous soyons sûrs que Camagro sera un cadre dans lequel on va créer l'emploi. Véritable lieu de rencontre et d'échange autour de l'économie numérique au Cameroun, le village numérique construit au Musée national de Yaoundé est une des articulations fortes de la Conférence économique internationale de Yaoundé. Pour ses concepteurs, le ministère des Postes et Télécommunications en tête, il vise à valoriser les atouts du Cameroun en matière d'économie numérique et à promouvoir le savoir-faire des start-upers camerounais. C'est le premier jeu vidéo qui a gagné africain, le premier qui a gagné des prix
jeu vidéo africain. Et voilà le jeu de la félicitations. C'est dans un monde virtuel. Dans la réalité virtuelle, vous immergez à l'intérieur d'une réalité virtuelle. Attendez, enlevez. Il faut que les autres voient ce formidable. Dans le monde virtuel, il y a des menu. Là, vous pouvez choisir un menu en mettant le doigt. Et vous faites ce que... Et vous devez vous transformer en... C'est formidable. Je viens jouer dans la présidence. Il y a une expérience. Bravo, bravo. S'il vous plaît, Tu as l'impression d'être dans un autre monde. Bravo. Merci. Il s'agit au-delà de renforcer le cadre d'échange et de concertation avec les jeunes entrepreneurs de ce secteur afin d'accompagner les talents émergents tout en encourageant les innovations. Le message, la volonté des hautes autorités est de développer l'économie numérique au Cameroun. Et c'est l'affaire des jeunes qui avaient déjà surmonté les obstacles qui existaient et ont pris des initiatives. Et aujourd'hui, dans ce village, nous avons plus de 50 startups qui ont développé des applications, qui sont même déjà primées au niveau international, qui ont besoin d'être connues, d'être accompagnées et d'être encadrées. Et c'est le but de ce village. Il s'agit d'un village qu'on a imaginé où il y aurait toutes les composantes. Toutes les composantes, à la fois ceux qui sont des leaders, c'est le cas des grands opérateurs de la téléphonie mobile, des solutions comme Huawei, comme Z et ainsi de suite. Mais il y a aussi les jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup d'idées. Certaines sont déjà des idées matures, constituées en entreprise. Vous les connaissez, ils sont primés tous les jours de par le monde. D'autres ont encore des idées qui ne sont que des idées et qui sont à la recherche de coaching. Pour des milliers de visiteurs, le village numérique de Yaoundé révèle et démontre le dynamisme, la créativité, l'ingéniosité et l'intérêt de la jeunesse camerounaise pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qui a attiré mon attention, c'est le drone derrière moi. Le drone, je n'ai jamais vu un drone et ça m'a vraiment intéressé. Il y a aussi la tablette Teach Me Tab, pardon, qui veut remplacer en fait les enseignants dans des endroits reculés. Il y a aussi le jeu vidéo camerounais. En fait, beaucoup de choses m'ont intéressé, mais ce qui a attiré mon attention, ce sont les initiatives, toutes ces initiatives qui foisonnent. Je suis allé dans le stand de peut-être Orange. Ils m'ont montré comment on peut évoluer, comment on peut faire des choses à distance avec un si peu de temps, avec ces appareils, des points que nous avions aujourd'hui. Au-delà des exhibitions, des grandes opérations ainsi que des attractions et autres animations digitales, le village Android met en avant la formation afin que les institutions de formation présentent leurs activités d'incubateur pour les jeunes. L'école Poste est une tanière en projet. Actuellement, nous avons pratiquement 25 startups qui ont pris naissance au sein de l'école, qui ont pour base l'École nationale supérieure des postes. Le directeur, à travers sa politique, leur a offert le cadre pour pouvoir abriter leurs structures en attendant de prendre leur envol. Nous leur parlons déjà de ce que l'IAI sait faire, ça veut dire former. Et vous savez que cette année particulièrement, l'économie numérique est à la une. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je parle de ça, mais il a mis un accent particulier pour inciter les jeunes, inciter toutes les populations à s'arrimer au numérique. Je me rends simplement compte qu'il y a beaucoup de formations qui nous sont faites, mais parfois on n'est même pas au courant. Plaçant la start-up au cœur de son dispositif stratégique, le village numérique de Yaoundé est l'occasion pour ces jeunes entreprises qui proposent des solutions innovantes à des problèmes bien déterminés d'exposer à leur tour les difficultés qu'elles rencontrent et d'exprimer leurs attentes. Les difficultés, comme toutes les startups, c'est des problèmes de financement. Lorsqu'on a une vision d'être présent sur tous les pays d'Afrique, il nous faut de l'argent pour pouvoir nous implanter. Donc on a besoin d'argent. La première attente, c'est de savoir que nous appartenons déjà à la vitrine du numérique camerounais parce que c'est pour présenter aux investisseurs qui viennent à investir au Cameroun. Ça, c'est déjà un grand atout. Savoir qu'on est dans l'annuaire des TIC au Cameroun. Et la deuxième, pourquoi pas attraper un investisseur qui pourrait s'intéresser à l'une de mes plateformes. On espère que
Au sorti d'ici, on aura des investisseurs, des potentiels partenaires pour nous aider à atteindre notre but, notre objectif. Nous sommes passionnés de montrer notre pays. Et si on n'a pas cette passion, tu ne peux pas travailler. Parce qu'on va toujours te chasser, on va dire que non, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, les gens qui nous chassaient au début, c'est les mêmes gens qui reviennent vers nous maintenant. On espère qu'on aura un meilleur retour, une meilleure visibilité au niveau du public. On aura peut-être la chance d'impressionner certaines et de bouche à oreille, bon, le service qu'on propose va être connu. Aujourd'hui, les jeunes utilisent les réseaux sociaux de manière très anarchique. Ils ne sont pas canalisés, ils ne sont pas formés. Et l'IA justement est là pour canaliser, pour former les jeunes au bon usage de ces outils qu'ils manipulent tous les jours. Cette formation ne s'adresse pas qu'aux jeunes, également au monde rural. Parce qu'aujourd'hui, les femmes cultivent, elles produisent, mais elles ne savent pas vendre leurs produits parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent s'adresser à un public au-delà du Cameroun. Au niveau de mon département ministériel, le Premier ministre m'a instruit de mettre en place, et les démarches sont assez avancées, pour mettre une plateforme d'encadrement pour que ces jeunes, à partir de leurs idées, on les encadre pour qu'ils développent des business plans et qu'on les mette en contact avec les financiers. Parce que vous savez, une jeune entreprise, c'est pas facile d'aller trouver, d'obtenir un crédit à la banque. Donc il faut une garantie de l'État, un capital risque. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour un coup d'essai, le village numérique de Yaoundé s'est avéré être un coup de maître. Vivement que cette expérience soit renouvelée pour que l'économie numérique tant vantée prenne définitivement corps au Cameroun. Pour le plus grand bonheur de la génération dite Android et même au-delà. Christian Penekoka, pourquoi vous avez affirmé ne pas être Android mais plutôt numérique? Non mais enfin, ça va de soi. Android, c'est la marque de... C'est un système d'exploitation. C'est un système d'exploitation, c'est le système d'exploitation de Google. Et donc là, c'est comme si vous étiez en train de dire que vous êtes Peugeot, vous êtes Toyota. Pourtant, vous êtes simplement automobile. Parce que vous êtes simplement automobile, parce qu'il y a Windows de Microsoft, qui est également un système d'exploitation. Donc, allez faire la publicité gratuite à Google, je pense que Windows risque d'avoir des... Windows risque d'être dessus. Et il risque même de dire qu'il ne vient plus au Cameroun avec votre histoire d'Android. C'est comme si vous aviez fait un choix au départ, donc un choix dissuasif pour l'autre. Mais sur l'économie numérique précisément, est-ce que pour vous, je n'en doute d'ailleurs pas, puisque le chef d'État lui-même a demandé aux jeunes Camerounais vraiment d'innover encore dans ce secteur, a encouragé son gouvernement à prendre des options résolument fermes en matière d'économie numérique. C'est un secteur, pour le nommer ainsi, c'est un secteur porteur pour notre économie? Non mais c'est un secteur absolument porteur. D'ailleurs, vous n'aviez pas besoin de faire ce village. Parce que dans quel sens? Enfin, le village que moi je l'appelle le village numérique. Hein. Il suffisait de faire de traduire en termes concrets les termes du chef de l'État d'économie numérique en faisant des technopoles. Parce que le technopole, qui est un grand projet qui n'a jamais vu le jour, suffit pour faire comprendre aux gens que les jeunes gens qu'on a ici, à qui on pourrait confier des travaux de télétraitement, beaucoup de travaux de Microsoft ou même de Google sont faits par des centres, des technopoles, où vous avez beaucoup de jeunes ingénieurs indiens qui travaillent pour développer des programmes, développer des logiciels et ainsi de suite, n'est-ce pas? Nous commençons à voir également des technopoles qui naissent au Cameroun, à Boya notamment, dans Mountain Valley. Donc vous créez simplement les conditions. À partir de ce moment, beaucoup de choses vont se faire. Vous voyez par exemple les traducteurs. Regardons les traducteurs. Aujourd'hui, avec ce que la numérisation a fait en sorte que quelqu'un peut obtenir un marché de traduction dans l'Union européenne, français-anglais ou anglais-français. Alors, les gens n'ont plus besoin de se déplacer. Et le faire à partir du Cameroun. Et le faire à partir du Cameroun à des coûts relativement moins chers. Le gars gagne son marché en Europe, mais une fois que vous avez le Windows Open, n'est-ce pas, il peut le faire ici. Et le fait qu'il y ait la toile, par exemple, quelque chose comme le guide de l'investisseur, une fois que vous le mettez en ligne, c'est tout le monde que vous avez comme marché, ce n'est plus seulement un compte marché. Si vous regardez par exemple au niveau de l'application du numérique dans la gestion portuaire, vous allez vous rendre compte qu'avant, on attendait par exemple qu'un bateau arrive pour en voir les mesures, avoir les contraintes. Les données peuvent être envoyées à partir de l'origine du bateau. Le traitement, le dédouanement du bateau peut se faire de manière numérique, n'est-ce pas, avant que le bateau n'arrive, en mettant tous les opérateurs, en faisant un système informatique qui est fédérateur de tous les acteurs des places portuaires. Et cela, c'est un gain extraordinaire. Vous savez que Google est en train de faire des choses comme la voiture, une voiture sans chauffeur. Mais tout ça, ça demande des applications qui pourraient faire aux gens ici.
Donc c'est ça aussi l'impact de la numérisation. Tout le gouvernement que vous voyez là, c'est-à-dire tout le traitement du gouvernement pourrait se faire de manière numérique. Remplir sa feuille d'impôt de manière numérique, payer de manière numérique. Et vous avez le problème de mobile banking, pour lequel d'ailleurs dans l'article je demande aux banques centrales de commencer à se préparer, à comprendre la révolution du numérique qui est en train d'arriver. Regardez le temps que les gens faisaient pour faire le transfert d'argent, n'est-ce pas, d'un bout à l'autre. Regardez aujourd'hui qui peut se faire par mobile beaucoup plus facilement. Mais vous parlez et ça, ce n'est que, n'est-ce pas, ce ne sont que les balbutiements de ce que l'économie numérique pourra faire, à condition qu'on s'organise. Et comment vous appréciez l'inventivité, la créativité des jeunes Camerounais, ces jeunes start-upers? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce qu'eux, ils entreprennent, ils créent, naturellement, ils vont continuer à se heurter à quelques difficultés liées à notre environnement qui n'est pas favorable aux entrepreneurs totalement. Mais quel est le message que vous pouvez leur passer? Moi, je leur dis, ils représentent le pari de demain. Il y a un rapport qui disait aux États-Unis, je crois à ce rapport, n'est-ce pas? J'y crois, je le répète aussi, c'est le pari de demain. Parce que pour moi, un pays qui n'a pas foi en sa jeunesse n'a pas foi en son avenir. Un pays qui a perdu foi en sa jeunesse a véritablement perdu foi en son avenir. Il faut qu'on laisse de côté, en fait, ce qui nous bloque, c'est nos petites micro-valeurs de tribus, de clans et ainsi de suite. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à réfléchir de cette façon, ça bloque le raisonnement. Il faut qu'on laisse ce pays à une jeunesse sans complexe. Parce que je crois qu'il y a des adultes qui sont encore très complexés. Vous voyez? Et nous avons une jeunesse qui est sans complexe. Et il faut qu'on leur donne un pays, qu'on continue à travailler pour qu'ils soient sans complexe. Ils représentent le pays de demain. Et si j'ai quelque chose, vous savez, je ne suis pas né au palais. J'ai fait ma vie avant, que ce soit comme ingénieur, d'abord au chemin de fer, ensuite financier à la SNI après. Ensuite, j'ai démissionné de la SNI. Je n'avais pas 40 ans, donc j'ai fait comme eux. Je n'avais pas 40 ans pour créer ma propre boîte, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, j'ai travaillé comme consultant dans le monde, dans plus de 25 pays d'Afrique et des Caraïbes. Je n'ai pas ce complexe. Et je crois que je ne l'ai pas transmis à mes enfants et je ne le transmets à aucun jeune qui me côtoie. Et il y en a beaucoup qui me côtoient. Ce que je dis à ces jeunes, n'est-ce pas? Prenez votre destin et le destin de votre pays en main. C'est ce que je leur répète. Prenez votre destin et le destin de votre pays en main. Sans nos petits complexes là, de toi tu sors d'où, toi tu viens de quel village, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas construire un pays pour nos arrière-grands-parents. Vous voulez construire un pays pour ce que vous projetez. Si on a une vision de construire ce pays pour ce qu'on projette, il faut sortir de ces micro-valeurs. En fait, c'est ces valeurs qui sont négatives, qui nous empêchent d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je dis à la jeunesse, et de croire en elle-même, de ne pas avoir de complexe, d'avoir foi en eux-mêmes. Et si j'ai un rôle à jouer auprès du président, c'est celui-là que je vais jouer. Et c'est celui-là que j'ai joué et que je vais continuer de jouer. Et parce que je veux dire, après plus de 40 ans d'expérience, vous imaginez que qu'est-ce qui me reste à faire? C'est de restituer cela à la jeunesse, quel que soit le cas. Et personne ne m'interdira de le faire. Personne. En tout cas, nous aurons toujours les plateaux de stratégie pour vous donner la possibilité d'expliquer davantage tous ces concepts économiques, toutes ces mutations qui sont en cours dans notre société. Nous poursuivons notre émission, Christian Pendaïkoka, en repartant à la conférence économique de Yaoundé, en nous intéressant précisément à l'économie numérique. Plein de jeunes ont pu avoir de la visibilité pendant cette conférence économique de Yaoundé. C'est le cas de Nino Ndjopkou, créateur de Kerawa.com, que nous avions suivi avant et pendant cette conférence. Voici le portrait qu'adresse Anissé Simou dans cette édition. Nous sommes évidemment très contents, très fiers de recevoir le prix de la meilleure start-up. Ce n'est pas un prix sectoriel, c'est un prix global. Meilleure start-up 2015 au Cameroun. Ici, l'hôtel Vallée des Princes à Douala. Afrique Ibis Award récompense les entreprises de l'univers du e-business africain s'étant démarquées au cours de l'année 2015. L'événement vise à promouvoir la créativité, la compétitivité, l'innovation et la création des richesses pour un rayonnement sans cesse croissant de l'Afrique. Parmi les entreprises récompensées à l'occasion, Kerawa.com remporte haut la main le prestigieux prix de la meilleure start-up de l'année 2015. Le site des petites annonces vient une fois de plus de se distinguer dans l'écosystème du numérique camerounais. C'est une très bonne chose pour nous, nous avons travaillé très dur pour ça, nous sommes passés par des bas encore, et quelques hauts. Et maintenant, on va avoir la reconnaissance des acteurs, des pairs. C'est très important pour nous et ça nous motive pour continuer. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le move.
En 7 ans d'existence et malgré de fortes turbulences, Kerawa.com a su tisser sa toile dans le business du numérique africain. Les résultats commencent à se faire palpables. Ceci est l'œuvre d'une jeune équipe de passionnés du virtuel sous la houlette de cet homme, Nino Diopkou. Au fait, qui est ce jeune Camerounais, fondateur de cette start-up? Comment a-t-il réussi à la faire décoller? Nous avons passé une journée au cœur de la partie visible du portail des petites annonces. Derrière cet allure simpliste et cet air d'étudiant se cache un profil impressionnant, un parcours élogieux. La trentaine bien entamée, Nino Diopkou a déjà roulé sa bosse. Après 3 ans d'études en stratégie, marketing, finance, Nino se déploie dans une carrière de consultant en organisation et en management chez Deloitte Consulting et chez Stance Partner. Ici, il va conduire des missions de réorganisation, de changement, de conduite et de restructuration au sein des grandes entreprises du CAC 40, à l'instar d'EDF, SFR France, Total France, la Banque Postale, PSA ou encore Air France. Ce spécialiste de la finance se retrouve dans l'économie numérique de manière anecdotique. C'est parti de quelque chose de très simple en fait, puisque j'étais en train de travailler avec un ami sur un autre projet. Et lui-même justement sortait de l'école et cherchait un logement. Donc moi je suis à Paris, lui il est à Douala, il me demande si je connais des agents immobiliers à Douala. Et je lui demande, je suis assez surpris d'ailleurs de sa question. Et je lui dis, mais comment se fait-il que toi à Douala tu me poses cette question? Qu'est-ce qui fait que j'aurais plus d'informations que toi? Il me dit, il ne sait pas comment trouver cette information. Et je lui dis, ah tiens, moi là où j'habite, ce qui se passe souvent, c'est que les gens mettent des petites annonces en ligne et on consulte. Et on a regardé si ces solutions pouvaient convenir, on a regardé si le besoin était partagé avec d'autres personnes et on s'est rendu compte que oui, en fait, c'est un besoin que de nombreux jeunes et moins jeunes d'ailleurs ont, celui de se loger, celui de trouver un logement qui convienne à leurs attentes. Voilà, et donc c'est comme ça qu'en une semaine, on a lancé Kerawa.com et on a commencé à communiquer dessus. Sur ma route, j'ai eu... En 2013, ce boursier du gouvernement camerounais va quitter définitivement son travail pour se consacrer à sa jeune entreprise. Il va se lancer un challenge, la structuration de son site et surtout la recherche des investisseurs. Après plus d'1 an de fouilles, il finalise enfin en 2015 une première levée de fonds de 200 000 €, soit près de 130 millions de francs CFA auprès des business angels français. C'est un ouf de soulagement. J'avoue que ça s'est passé de manière un peu particulière puisque je vous ai dit, j'ai commencé à chercher des fonds. Alors moi j'ai arrêté de travailler septembre 2013, j'ai commencé environ 3 mois plus tard, on va dire janvier 2014. Et ce qui se passe, c'est que je fais le tour de plusieurs pays et toutes ces recherches-là finalement ne donnent pas les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça n'aboutit pas parce que c'est long, parce que c'est compliqué, il faut remettre à jour des documents. Et donc à un moment donné, j'étais pratiquement prêt à abandonner, à vrai dire. Je me disais, allez, ça marche pas, je n'arrive pas à trouver des investisseurs et je ne pourrais pas autofinancer. Donc voilà, est-ce que je vais trouver un repreneur qui va s'occuper de ça? Et c'est comme ça que quelqu'un me contacte sur Twitter d'ailleurs et me dit, tiens, j'aimerais discuter avec le fondateur de Kerawa.com. C'est un mercredi. Et quand je vois le tweet samedi, je le rappelle, enfin, je lui dis, c'est moi. Donc on échange un samedi et on parle pendant 2h30 environ au téléphone où il me bombarde de questions comme si on se connaissait depuis, je dirais depuis 1 an. Voilà, il me bombarde de questions et finalement il me dit voilà, ça l'intéresse, il a fait une due diligence, il connaît à peu près les sites d'annonces sur les pays d'Afrique subsaharienne francophone et le concept de Kerawa l'intéresse. Il voudrait qu'on se rencontre. On s'est rencontré le mercredi d'après et pratiquement une semaine plus tard, il a décidé d'investir. Grâce à ce financement, l'entreprise a pu s'installer. Kerawa.com revendique aujourd'hui 300 000 visiteurs sur le site web, 50 000 téléchargements de son application mobile, une vingtaine de collaborateurs sur le Cameroun et bientôt un bureau à Abidjan pour une centaine de partenaires dans son portefeuille client. Son modèle économique pour le moment consiste à vendre de la visibilité aux clients et des services de marketing. Nino scrute encore la marketplace camerounaise pour une meilleure viabilité. Il faut que notamment les institutions financières se mettent aussi au diapason de ce type d'entreprise-là qui fonctionne par essence en environnement risqué. Risqué, ça veut dire que vous ne pouvez pas venir avec un business plan quand vous êtes une entreprise numérique, réellement et lui dire demain voici le nombre de clients que j'aurai. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire dans des entreprises, dans des industries plus traditionnelles, parce qu'il y a des historiques. Vous pouvez les moduler, les évaluer, etc. Mais
vous avez une matière d'où vous partez. Quand vous lancez une start-up, souvent, vous partez de rien. Vous ne savez même pas comment le marché va réagir. Vous avez évidemment des convictions, vous avez des espoirs, vous avez fait des études de marché, mais l'étude de marché et la réalité du terrain, c'est deux choses extrêmement différentes. Il faut que les institutions financières intègrent ça, qu'il y a des risques, oui, on ne peut pas les annuler totalement. Donc il faut prendre des risques. C'est ce que les start-up font et elles sont peu accompagnées. Ce manager au style atypique sait se fondre au milieu de son équipe de collaborateurs. Pour lui, l'essentiel demeure dans la réussite de Kerawa. Grâce aux petites annonces, Nino est devenu une personnalité incontournable du e-business camerounais. Il parcourt désormais les conférences et autres rencontres pour le partage de son expérience. Christian Pendekoka, vous semblez être intéressé par les jeunes, par ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes et pour leur pays. Voir ces jeunes Camerounais, là on a vu le portrait de Nino Ndjobkou, mais il y avait également Arthur Zang, créateur du Cardiopad, qui était à cette conférence, qui a pu rencontrer des investisseurs potentiels. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire de l'espoir, d'abord de l'espoir pour l'avenir de ce pays. Le message que je peux faire, c'est de faire un zoom, de créer les conditions d'un zoom sur le potentiel des jeunes au Cameroun. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement d'eux, mais qu'on crée les conditions d'un zoomage. Et quand vous créez les conditions d'un zoomage, c'est par exemple, comme on dit, technopole. Quand vous créez le technopole, vous le mettez sur, vous zoomez et vous le mettez sur Internet et vous le rendez visible dans le monde entier. Comme ça, on va découvrir, au-delà de ces deux jeunes, on va en découvrir beaucoup. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas à l'occasion d'une conférence qu'on devait découvrir ces jeunes. C'est parce que le zoom devait être permanent sur les jeunes et sur une espèce de technopole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une espèce de Silicon Valley. Parce que si vous avez qu'il y a un Silicon Valley au Cameroun, ou alors des Silicon Valley au Cameroun, un village qui devient une espèce de Silicon Valley, à ce moment-là, c'est un zoom permanent. Les contacts se créent entre les ingénieurs de Google et les jeunes, entre les ingénieurs de Microsoft et les jeunes et les ingénieurs de Bangalore et ces jeunes de l'Inde et tout, de la Chine, de Huawei et tout ça. Je ne fais pas la publicité des marques. Avec les grandes, là, parce qu'il y a un technopole. C'est ça le problème du gouvernement, de créer un technopole qui rende visible tous ces jeunes, qui rende visible toutes ces inventions. Exactement. Et les gens vont venir. Et il y a les moyens aujourd'hui pour créer ces conditions de zoom. Et commencer à créer le technopole, faciliter que les jeunes y aillent, n'est-ce pas, et tout ça. Ce n'est pas seulement de le dire dans les discours, mais c'est de créer les conditions pratiques pour qu'ils puissent y accéder. Christian Pendekoka, nous n'avons pas suffisamment dit pendant cette émission, mais vous l'avez bien fait de le relever. Vous êtes conseiller du président de la République sur les questions économiques. Nous parlions de la conférence économique de Yaoundé, nous parlions de ces opportunités d'affaires, de l'attractivité du Cameroun. Peut-on attirer des investisseurs? Vous semblez dire, vous dites oui, mais il y a encore des conditions qu'il faut remplir. Quelles sont-elles, Christian Pendekoka? Alors, les conditions, ça va de soi. Je vais vous dire, vous voyez, ce qu'on dit grands projets structurants, il faut imaginer que si nous sortons des chantiers où on aura fait un barrage, n'est-ce pas, mais où on aura fait des routes, mais au fond, le président qui est très attaché à la question de fixation des savoir-faire, à la question de transfert des technologies. Je me souviens d'une fois où on dit fait une autre par rapport au fait qu'il faut qu'il y ait une implication des écoles d'ingénieurs dans les projets structurants. Parce que ces projets, les notes de calcul, n'est-ce pas, les plans et tout ça, il faut qu'on les ait. De manière que quand, dans 5 ans, nous devons faire des barrages, construire des barrages, de nouvelles routes, tout ça, qu'on soit capable de le faire. Le président dit oui. Il souligne deux traits, il dit oui. Mais à partir de ce moment-là, il faut que la technostructure gouvernementale soit à même de traduire, c'est-à-dire de faire en sorte que lorsqu'on va faire l'école polytechnique, et je vous rappelle que le corps polytechnique a été créé il y a 40 ans avec comme premier corps de spécialité le génie civil, et là-dedans le calcul des structures et le calcul, la mécanique des sols et tout ça, n'est-ce pas? Ces gens sont capables de le faire aujourd'hui. Mais si en même temps, il n'y a pas l'implication des écoles pour garder les calculs, les faits et les plans, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de fixation de savoir-faire. Deuxième condition, il faut toujours avoir en tête que vous-même, vous ayez des champions. C'est-à-dire des entreprises qui deviennent champions. Des champions nationaux. Des champions nationaux. Qui soient associés à la réalisation de ces travaux. Il faut ça comme volonté. Vous savez, Bouygues en France, Bouygues s'est développé à l'occasion du marché du stade du Parc des Princes. Sinon, Bouygues faisait simplement les maisons pour toutes les maisons Phoenix. Vous voyez. Et ensuite, le gouvernement français a estimé qu'on va faire un stade, Parc des Princes, et on a sélectionné Bouygues pour faire ce stade. N'est-ce pas?
Il avait d'autres sous-traitants. C'est comme ça que vous allez vous-même développer des entreprises championnes, ce que j'appelle des champions, qui demain pourront aller se battre sur d'autres marchés pour pouvoir le faire. Mais la maîtrise d'œuvre ne doit pas simplement se limiter, n'est-ce pas, à la surveillance des chantiers, pas les ingénieurs des travaux publics, des ministères des travaux publics. La véritable maîtrise d'œuvre... Ou alors à leur relégation à des postes d'ouvriers dans ces chantiers, voilà. Il faut le dire. La véritable maîtrise d'œuvre de fer, mais les chemins de fer sont au Cameroun depuis dans les années 40, plus de 60 ans. Lorsqu'on privatise les chemins de fer, n'est-ce pas, on croit qu'on est en train de privatiser, moi je ne sais pas moi quoi, les locomotives, l'actif. On oublie que l'actif principal des chemins de fer, c'est les hommes formés, notamment le nombre d'ingénieurs qui avaient été formés. C'est-à-dire des centaines et des centaines d'ingénieurs qui avaient été formés au chemin de fer. Et le chemin de fer est une des entreprises qui a pratiquement tous les corps de métier. Je n'ai pas besoin de les citer. Vous avez un travaux publics, électricité, mécanique, vous avez tous les corps de métier là-dedans. Lorsque vous privatisez, vous aurez remarqué que lorsque le repreneur privé, éventuellement étranger, reprend les chemins de fer, il met ces gens à la tête et utilise les ingénieurs camerounais dans les corps. Oui. Or, vous privatisez, vous ne vous souciez pas de ce que votre investissement humain est devenu. J'ai peur parce que donc les chemins de fer... Il faut vraiment remettre l'homme au centre des préoccupations. Hein. Ça aussi, c'est une interpellation du chef de l'État. Une interpellation du chef de l'État, je vous rappelle. Ce que j'ai l'impression, les gens sont partis faire la privatisation du chemin de fer sans même connaître les chemins de fer. Les chemins de fer, je vous dis, depuis plus de 50 ans, c'est l'entreprise où il y a tous les corps de métier. Moi, j'ai été cheminot, ingénieur au chemin de fer, dès que je suis rentré au Cameroun. Je suis allé à la SNI, je vous ai dit, parce que j'avais une double formation, c'est tout, mais j'ai commencé là. J'ai d'autres personnes de chez moi. J'ai un de mes frères qui a été directeur du matériel de traction au chemin de fer. C'est un poste qui est absolument stratégique. C'est camerounais. Il me racontait un jour que lorsque le président du chemin de fer sud-africain, un noir, vient visiter les chemins de fer camerounais, mon frère qui était devenu directeur du matériel de traction, son principal étonnement, c'est qu'en Afrique du Sud, les postes qu'ils occupaient au Cameroun sont occupés en Afrique du Sud par des Blancs. Et que c'est ce que les Camerounais occupaient. Vous, lorsque vous privatisez parce qu'un Camerounais est peut-être incompétent, d'accord. Mais la privatisation s'est passée selon une logique financière, pas selon une logique de conserver les acquis. Et vous voyez bien qu'aux États-Unis... précisément à ma question, vous indiquez que la formation des Camerounais... Vous me permettrez de vous dire ceci. Lorsque General Motors, pendant la crise de 2008 aux États-Unis, la crise financière de 2008, General Motors a des problèmes, n'est-ce pas? Les Chinois veulent racheter General Motors. Obama dit non. Obama dit non, l'État américain va vous prêter de l'argent, n'est-ce pas? Il va vous prêter de l'argent, vous allez redresser General Motors, il change de la direction de General Motors, il n'y a pas mis les Chinois, il a mis d'autres Camerounais. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque d'autres Américains, je veux dire. Et lorsque ces Américains gèrent General Motors et que General Motors rembourse, il dit aux Américains, ok, l'argent que vous, le peuple américain, aviez prêté à General Motors a été remboursé avec intérêt et ils ont sauvé, n'est-ce pas, un patrimoine. Quand vous voyez une entreprise, ce n'est pas juste les actifs, vous parlez tout à l'heure de Bata. Vous avez donc privatisé ou liquidé Bata. Le savoir-faire de Bata est où? Vous avez liquidé Solado qui faisait le fer à béton, c'est où? Quand des gens d'une technostructure ont la préoccupation de créer des champions, on ne privatise pas comme ça. On privatise avec un cahier de charges et avec comme principale condition qu'il faut maintenir les savoir-faire. Et les savoir-faire, c'est les ingénieurs et les autres corps qui sont là. Vous comprenez? On ne doit pas juste privilégier une logique financière qu'on a privilégié dans le cadre des plans d'ajustement structurel. Et aujourd'hui, je vous rappelle que les chemins de fer étaient en relation avec la SNCF, la Société nationale des chemins de fer français. La SNCF est toujours là, qui est prospère, elle est toujours là. Il ne viendrait pas à l'esprit d'un seul Français de prendre la SNCF et de privatiser. Vous savez, vous serez en train de privatiser 150 ans, 200 ans d'acquisition de savoir-faire. On ne le fait pas. Aujourd'hui, je me demande encore s'il y a des ingénieurs au chemin de fer. Il y en a, mais c'est en train de finir parce que cette génération est en train de, n'est-ce pas, de partir à la retraite, moi si je calcule un peu, et le renouvellement se fait à partir de quoi? Simplement parce que les gens ne font que privilégier une logique financière au lieu que, le président le disait, l'homme soit au centre de cette logique. Après tout, c'est lui qui doit être bénéficiaire de tout cela. Or, si vous ne créez pas les champions, si vous ne créez pas la formation, c'est comme ça, n'est-ce pas? Nous retenons que la stratégie de développement du Cameroun doit mettre l'homme au centre. Et avoir peut-être d'avoir des champions. D'avoir des champions locaux, parce que ce sont ces champions-là qui vont être des lieux de fixation. Allez demander à l'école polytechnique si elle est alternée, parce que
si elle est impliquée, si elle a les notes de calcul de ce qui a été fait à Lompanga, de ce qui est fait à Memvele, de ce qui est fait à Kribi, de manière que si demain on vous demande, moi j'ai été en Inde, la première fois que j'ai été en Inde, c'était en 79. En 79, ça veut donc bien une quarantaine d'années bientôt, ça fait 37 ans exactement. Les Indiens, ils disaient aux Allemands, vous faites le barrage une fois. Ils disaient aux Russes, vous faites le barrage une fois. Mais le troisième, nous le ferons. Le troisième barrage, nous le ferons. Le premier pont sur le Vouri a été fait par la France, les Français, en 1954. Le deuxième pont, on aurait pu dire celui-là sera fait par les Camerounais. Ou d'une autre manière, avec une forte association des Camerounais. Je me souviens d'une autre histoire, la SNH, qui est actionnaire principal du chantier naval, industriel du Cameroun. Chantier naval industriel du Cameroun, c'est-à-dire du Chipta, et qui commande un bateau entièrement fait en Turquie. Mais ça, c'est le summum du paradoxe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un chantier naval au Cameroun, vous êtes principal actionnaire, et vous commandez un bateau que vous payez cash. C'est même pas par un crédit fournisseur qui vous obligera à le faire là-bas, parce que vous auriez pu le faire au Cameroun d'une manière ou d'une autre. Soit à partir de la conception, soit une partie du bateau, du navire, et ainsi de suite. Vous voyez des incongruités qui sont que, à un moment donné, vous allez me demander la place du président là-dedans. La place du président est où? Je ne vous demanderai pas la place du président, mais je vous demanderai la nôtre. Ça veut dire que pour vous, il faut que nous créions nous-mêmes notre forum, notre conférence économique entre nous pour rétablir tout cela, sortir de ces incongruités et donc assurer le développement de notre Cameroun. Voilà, je ne vais rien ajouter à votre conclusion, vous avez tout compris. Ici, Christian Penda-Ekoka, vous êtes conseiller en business development, vous dirigez le cabinet Inside Business Development Service, vous êtes conseiller à la présidence de la République du Cameroun, vous avez accepté l'invitation de stratégie pour venir parler avec nous du développement du Cameroun, des investissements dans notre pays. Et nous sommes au Hilton Hotel, un établissement hôtelier que vous avez contribué à construire, je n'ose pas dire plus. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir été dans ce cadre aujourd'hui? Je suis très heureux. D'abord, je dis, personne, là, avec l'ensemble de ma carrière nationale et internationale, je crois qu'il me reste essentiellement à restituer aux jeunes. À restituer. Et c'est ça ce que je fais. C'est pour ça que d'ailleurs vous êtes là, vous devez le savoir, que c'est vous qui m'interviewez. Vous voyez, il peut y avoir quelqu'un d'autre. J'ai accepté de faire cette interview et j'ai accepté les interviews des jeunes gens parce qu'il faut qu'on crée une soudure intergénérationnelle. Dans les autres pays, il y a une soudure intergénérationnelle. Les jeunes montent, il faut qu'on crée une soudure intergénérationnelle, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on va faire ce transfert-là. Et je me battrai, je continue de me battre pour que cette restitution se fasse. C'est moi qui dois vous remercier pour vous, les gens de votre génération. On continuera de le faire. Ils ont regardé, ainsi que tous les hommes d'affaires camerounais et étrangers. Ils savent désormais quelles sont les conditions à remplir, que notre pays doit remplir pour attirer davantage d'investisseurs, ce qu'il faudra faire pour notre développement. Et merci de nous avoir éclairé également sur la question de l'émergence et de tout ce dont vous avez parlé. Vous êtes pour nous une source intarissable. Je crois que la rédaction de stratégie conduite par Jean-Vincent Ténéon viendra souvent s'abreuver à votre savoir pour que nous puissions davantage investiguer, essayer de comprendre et renseigner tous nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, à vous qui avez regardé, toute l'équipe rédactionnelle, mais également en technique conduite par Alain Fongue, se joint à moi pour vous dire merci, bonsoir et à très bientôt.